Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Et c'est l'épisode 56. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve comme à notre habitude avec le grand expert international de cuisine. Je parle de Guy. Bonjour Guy. Bonjour, mais je n'en demande pas tant. Oui, un grand expert. Déjà parce qu'il est grand en taille et puis en plus, il est grand par sa connaissance. Il est riche en connaissances. Allez, on va essayer de faire un petit effort aujourd'hui. Et c'est toujours un grand plaisir de partager ses connaissances avec vous, spécifiquement rien que vous. Alors aujourd'hui, comme promis, lors de l'épisode précédent, on va accéder à la demande d'un auditeur. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs et il y en a très peu qui s'adressent à nous. Pourtant, on lit les messages. Allez voir les autres grands chefs qui ont des grandes connaissances. Allez essayer de rentrer en contact avec eux et de leur poser une question. Et allez voir ce qu'ils vous répondent. Hein? Alors que pour nous, il suffit d'aller sur Parler Cuisine, la page Facebook, ou alors sur question@parlercuisine.com, c'est notre email. Vous pouvez même éventuellement aller sur Twitter. Et vous pouvez nous poser votre question. Alors, en fait, ils répondent par écrit quelquefois, mais rarement oralement. Voilà. Ce qui est notre cas. Oui, mais quand ils répondent par écrit, c'est souvent leur assistante qui écrit ça. Et puis, ils ne répondent pas à n'importe qui. Toi, ils te répondent toujours, de toute façon, quand tu leur écris, non? Je ne leur écris pas. T'en as pas besoin. Hein. Je n'écris pas. Oui. Bah, écoute, moi, j'ai quand même vu des pièces qui portent l'écriture de grands chefs que tu m'avais présentées et que tu avais toi-même collectées. Parce qu'il fut une époque où tu entretenais des relations très intimes avec eux, n'est-ce pas? Ah bah, avec certains d'entre eux, oui. Voilà. Bon, ceci dit, nous avions notre lecteur David, si je me souviens bien. Il faut que je retrouve son message. On n'en reçoit pas beaucoup, c'est vrai. J'étais parti sur autre chose, donc c'est bien ça. David de Nancy, en Lorraine, qui apprécie beaucoup notre podcast et qui venait justement à des origines liégeoises par sa mère. Et on leur remercie d'apprécier notre podcast, il faut le dire. Hein. Oui, bien sûr. Ça prouve qu'il a bon goût finalement. Hein. Voilà. Voilà. On lui dit un grand bonjour et on va répondre à sa question. Oui, alors une autre chose que je voulais remercier aussi, c'est que j'ai activé sur la page Facebook la possibilité aux gens de mettre un avis. Apparemment, c'est une nouvelle fonctionnalité que les pages Facebook ont. On peut permettre aux utilisateurs de mettre leur avis, c'est une étoile à 5 étoiles. Et jusqu'à présent, on a eu 2 personnes qui nous ont mis 5 étoiles avec des gentils commentaires. Alors je vous invite, vous aussi, à aller mettre votre avis sur la page Facebook. Alors, le sujet qu'il nous avait demandé d'aborder, c'était les fameux boulets de Liège sauce lapin. Très célèbre à Liège. Sauce lapin qui, paradoxalement, ne contient pas de lapin. Non, et qui s'appelle sauce lapin, paraît-il, parce qu'une des variantes d'origine a été, je dirais, mise au point et écrite à partir d'une madame qui s'appelait Madame Lapin. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une des origines que j'ai trouvées. C'est comme la tarte tatin qui ne contient aucun tatin. Voilà, exactement. Ah oui. Mais ça, il faut aller voir sur Internet. Il y a plein d'explications pour la sauce lapin, pour ses origines et pour pourquoi elle s'appelle comme ça. Hein. Ça me rappelle une bête blague, parce qu'apparemment, la grande mode maintenant, c'est les blagues de papa. Si vous êtes sur Facebook, on se fait des concours comme ça. Les gens se font des concours de blagues stupides qu'ils entendent de leurs enfants. Et celle que j'entendais, moi, quand j'étais jeune, c'était... Mais je vais la faire à Guy, tiens. Dis-moi, Guy, tu sais comment on dit lapin à un sourd? Non. Lapin! Voilà, ça y est. On est censé ne pas rire avec ça. Voilà. La sauce lapin, ça vient de Liège. Et j'imagine que ça contient du sirop de liège? Effectivement, on met du sirop de liège dans la sauce lapin. Ça lui donne, disons, une partie de son goût particulier. Avant de commencer, si on pouvait un peu dire, c'est quoi le sirop de liège? Ah, alors le sirop de liège, c'est quand même quelque chose, disons que tous les Belges connaissent et parfois un petit peu les étrangers, puisque nous avons été parfois nourris au sirop de liège, en tout cas lors des goûters des 4 heures. Hein.
Alors, le sirop de liège, c'est donc un sirop épais. C'est un sirop qui s'utilise en cuisine, mais qui ne se boit pas. Ce n'est donc pas l'équivalent d'un sirop de grenadine ou d'un sirop de cassis ou d'un sirop de framboise. Pas question d'étendre ce sirop-là, par exemple, avec du vin, hein. Bon, ça pourrait Ça ressemble éventuellement plus à se du faire, mastic. mais ça ressemble plus à, disons, c'est une pâte à tartiner qui est brune, presque noire parfois, hein, brun un petit peu comme ça avec des reflets à cajou, un brun un peu rouille grenat foncé, un petit peu translucide également, qui selon les variétés, qu'il soit artisanal ou pas, est parfois un petit peu acide, hein. Il est parfois doux, parfois un petit peu acide, tout en contenant dans tous les cas beaucoup de sucre. Alors, ce sucre provient, lorsqu'il est fait de manière artisanale, uniquement des fruits qui entrent dans sa composition. Et puis, je vais quand même vous expliquer que lorsqu'il est fait moins artisanalement, il est fait, je dirais, en trichant un petit peu par rapport à la recette d'origine. Et là, il contiendra du sucre de betterave, par exemple. Le sucre blanc, quoi. Non, pas vraiment comme ça, parce qu'en fait, pour vous expliquer, je vais vous expliquer en gros comment on réalise du sirop de liège, que ce soit industriellement ou pas, et nous parlerons des composants après. Alors, à l'origine, il y avait des siroperies dans la ville de Liège et dans les environs immédiats de Liège. Actuellement, il n'y en a plus et les siroperies qui existent, qu'elles soient industrielles ou artisanales, se trouvent dans une petite région qui jouxte, je dirais, Liège par l'est, et une région qu'on appelle le pays de Herve. Alors le pays de Herve, c'est un plateau très ondulé comme ça, très verdoyant, qui est fait de bocage et qui ressemble, quand on y est, à la Normandie, hein. Si on y va en période de floraison des vergers, on se croirait parfois un petit peu en Normandie. Alors c'est une très, 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 très belle région que j'affectionne énormément parce qu'elle est très gastronomique, on peut vraiment y aller. Il y a énormément, je dirais, de bonnes raisons d'aller manger du fromage de Herve, d'aller dans les fermes, d'aller dans les fromageries, d'aller dans les abbayes, d'aller dans les brasseries. Et il y a pas mal de beaux restaurants. Et il y a, entre autres, disons, des petites fabriques de sirop de liège. Alors, on fabriquait le sirop de liège à base de quoi? À base de produits locaux. Et il y avait donc, et il y a d'ailleurs toujours, des pommes et des poires, hein. Ce sont des régions, c'est une région de vergers, vergers à l'origine de haute-tige, maintenant bon un petit peu moins, mais c'est toujours connu pour les vergers d'haute-tige qu'on peut aller voir en floraison au mois d'avril. C'est d'ailleurs une très belle route à faire. Donc il y avait des pommes à disposition. On récoltait les pommes, hein, on les lavait, on les coupait sans les éplucher et on les mélangeait avec des poires dans des proportions qui pouvaient aller de 20 de l'un à 80 de l'autre, par exemple, hein, dans les deux sens de toute façon. Et on mettait ces pommes et ces poires en morceaux à cuire. Et après qu'elles aient cuit, on récupérait le jus. Et c'était ce jus qu'on faisait réduire de nouveau encore pendant quelques heures, de manière à obtenir un sirop épais, brunâtre et caramélisé. Alors la caractéristique de ce sirop-là, c'est qu'il peut se conserver indéfiniment. Il n'y a pas de date de péremption. Bon, maintenant, pour des raisons, je dirais, légales et industrielles, on met une date de péremption, mais il est connu qu'un sirop de liège peut se conserver 6, 7, 8, 9, 10 ans Comme le miel, sans quoi. aucun problème. C'est un peu comme du miel, voilà. Alors, ce sirop, il était utilisé pour mettre sur des tartines de pain beurré, tout simplement. C'était le goûter de 4 heures pour les enfants. On l'utilisait également en mélange avec un fromage blanc un petit peu granuleux de style cottage cheese pour que ça parle un petit peu à tout le monde. Et on appelait ça, disons, en le mélangeant, disons, sommairement, on appelait ça du stron de pouille. Alors, Des pour le tartines dire de en caca de poule. français, ben voilà, c'est du caca de poule parce que la couleur et la consistance, disons, en tout cas la couleur, je ne sais pas au niveau de la consistance, je ne m'occupe pas d'aller dans le caca de poule, mais la consistance devait un petit peu y ressembler. On mangeait ça également sur une tartine. Ce mélange, disons, de fromage qui était sucré, qui était adouci avec le sirop de liège. Et puis, on en consommait également avec le fromage de Herve, hein, parce que l'accord est particulièrement intéressant, hein. Il y a la douceur et la sucrosité du sirop de liège et le côté un peu fort, odoriférant et salé du fromage de Herve. Donc, c'est un très très bon Puis compromis. c'est le même terroir. Et c'est le même terroir, et généralement, quand il s'agit d'un terroir qui est identique, on fait rarement des erreurs d'association de goût. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui marchait. Et puis, on peut s'en servir pour faire, disons, non pas pour faire des sauces, mais pour aromatiser des sauces de type sauce brune pour les viandes blanches, pour la volaille, pour le rôti de porc, etc. Donc, c'est vraiment un produit qui est tout à fait, je dirais, multifonction au niveau de la gastronomie, si ce n'est qu'on le rencontrera un peu moins au niveau de la boisson, puisque, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un sirop liquide, c'est un sirop qui est pâteux.
Il n'y a pas quelqu'un qui a été faire une bière au sirop de liège quelque part? Alors si, il y a des produits comme ça, hein, où on peut le retrouver. On peut le retrouver comme ça avec des aromatisations un petit peu disons, un petit peu amusantes, voilà. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on achète? Alors, vous pensez bien que comme c'est un sirop dans lequel il n'y a pas à la base de sucre ajouté, c'est donc la concentration, je dirais naturelle en sucre qui fait sa conservation. Alors dans le sirop traditionnel, c'est-à-dire de la plus haute qualité, on considère qu'il faut 7 kilogrammes de fruits au départ pour réaliser 1 kilogramme de sirop de liège. Hein, donc parce qu'on a, récupéré le jus, qu'on l'a fait réduire, et il a fallu mettre 7 kilogrammes de fruits en œuvre. Alors dans la version un petit peu moins, je dirais, moins artisanale et un peu plus industrielle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on ajoute, des dattes, on ajoute des figues, par exemple, et à ce moment-là, on a, puisque ces fruits-là sont très, très riches en sucre, on a un produit qui ne nécessite plus que 4 kilogrammes de fruits au départ pour réaliser 1 kilogramme de sirop de liège. Oh la Et vache! puis, il y a la version, je dirais, la plus basique, la moins bonne d'un point de vue gastronomique, mais qui n'est pas mauvaise en goût pour autant, c'est celle où on ajoute du jus de betterave sucrière. Et à ce moment-là, on considère qu'il faut mettre, bien sûr, on met des pommes et des poires, hein. À ce moment-là, on considère qu'il ne faut plus que 1,5 kg de marchandises mises en œuvre pour réaliser à ce moment-là 1 kg de sirop de liège. Bon, ça c'est la version la plus, je dirais, la plus démocratique, la plus industrielle et la moins gastronomique évidemment, hein. C'est celui qu'on trouve en supermarché, dans tous les supermarchés en Belgique? Non, 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 celle qu'on trouve dans tous les supermarchés de Belgique, et je sais à quelle marque vous faites référence, il y a un joli petit pot vert avec des petits arbres blancs en fleurs dessus. Là, c'est une version qui nécessite en principe 4 kilogrammes de produits mis en œuvre pour 1 kilogramme de sirop de liège terminé. Mais je tiens à préciser que c'est la même entreprise, la même usine qui fabrique les deux, hein, qui fabrique donc la version, je dirais, avec 1,5 kg et la version à 4 kilos. Et alors, ils font même une version à 7 kilos qui est appelée le Poiret. Donc là, on met 7 kilos de produits en œuvre pour réaliser 1 kilo de produits finis. Et nous en avons déjà acheté ensemble parce que ce sont les versions à la framboise, aux abricots et aux Mmh. pruneaux, entre Mais autres. il m'en reste encore. Oui, oui, et qui donnent de très bons résultats parce que vous avez toujours le côté et le goût du sirop de liège traditionnel, auquel vient s'ajouter le goût, par exemple, de la framboise, qui est quand même très, très perceptible et qui donne un beau résultat. Et de nouveau, c'est un très bel accompagnement, pour le plateau de fromage, par exemple, Eh bien, nous l'avions voire même acheté pour les sauces. voilà, nous l'avions acheté ensemble lorsqu'on a enregistré l'épisode numéro 13 au Salon de l'alimentation à Bruxelles. Oui, voilà, c'était dans un salon, disons une foire de type gastronomique et alimentaire. Voilà. Mais dis-moi, le sirop de liège porte son nom parce qu'il vient de Liège. Est-ce qu'il y a des équivalents à l'étranger? Alors, il y a des équivalents parce qu'évidemment, en Allemagne toute proche, il y a de l'Apfelkraut et du Birnenkraut. Donc, Apfel, ça veut dire pomme, Birnen, ça veut dire poire, et c'est donc l'équivalent donc d'un sirop réalisé à base de pommes et de poires, ou de pommes et de poires, séparément bien sûr, et qui est, disons, à peu près l'équivalent. Et alors, il y a également le raisiné, hein, qu'on appelle comme cela, non pas parce qu'il y aurait du raisin dedans, mais parce que on le fabrique également sous forme d'un sirop réduit, Comme la qui résine. sert donc aussi à garnir des tartines, des pâtisseries, ou être mélangé ou bien accompagné du fromage. On trouve ça facilement en France? C'est en Suisse qu'on trouve le En résine. Suisse, Alors résiné. En France, ça se trouve, je pense, un peu moins, mais il y a peut-être un équivalent dans certaines régions. Là, nous attendons éventuellement un retour de nos auditeurs. De toute façon, le vrai sirop de liège, on peut l'acheter en ligne maintenant, hein. Oui, oui, oui. On peut l'acheter en ligne, on peut l'acheter sur internet, bien sûr. On le trouve, au Beau Marché à Paris et dans d'autres magasins, je dirais d'épicerie fine. Maintenant, les meilleures qualités, c'est-à-dire des qualités tout à fait artisanales qui sont réalisées par de petits artisans, là, c'est quand même plus difficile à trouver à l'étranger, hein. Mais même en Belgique, c'est assez difficile à trouver. Ben, on les trouve, oui, c'est plus difficile, mais on les trouve bien sûr sur place, ça va de soi. Mais on va aussi les trouver chez des fromagers, par exemple. Ah oui. Oui, oui, moi j'ai déjà acheté ce genre de sirop où il y avait la version douce et la version, on va dire sûre, mais ça veut dire acide, chez un des meilleurs fromagers de Belgique qui se trouve à Waterloo et qui est la fromagerie Saint-Michel, hein, qui se trouve sur la route principale, qui passe au travers de Waterloo.
Chez ma fromagère actuelle, je pense qu'il y a également du sirop de liège comme ça artisanal, parce que c'est vraiment un accompagnement du fromage, qui va très, très bien. Surtout avec les fromages de type fromage appartement, les croûtes lavées, en fait. Ah oui. Mais comment alors comment tu associes les deux? Tu en mets un petit peu sur ton pain, puis tu mets un morceau de Ah, fromage? bon, il y a plusieurs manières. Soit, on en met simplement un petit peu sur son pain ou sur le fromage lorsque le fromage est lui-même sur le pain. Soit on peut réaliser à ce moment-là des croustades chaudes, par exemple, hein. On peut très bien réaliser une croustade en pâte feuilletée avec des fromages de type, maroilles, pont-l'évêque, fromage de Herve évidemment. Et puis alors on met un petit filet de fromage, de sirop de liège, je dirais, au-dessus et on le mange chaud. Donc ça, c'est une possibilité. On peut également en faire des vinaigrettes avec le sirop de liège. C'est vraiment pas compliqué. On prend l'huile de son choix, que ce soit une huile d'olive, un mélange huile d'olive et huile plus neutre, éventuellement une huile de noix ou de noisette, coupée ou non de nouveau avec une huile plus neutre. On ajoute bien sûr le vinaigre de son choix, hein, un bon vinaigre de vin rouge de toute façon, un vinaigre de Xérès par exemple. Et puis on ajoute, disons selon le goût, 1 ou 2 cuillères à café de sirop de liège dans la vinaigrette, de manière à l'adoucir. Alors on va me dire: «Oui, mais est-ce qu'on peut mettre du vinaigre balsamique?» Je dirais: «Je ne le conseille pas» parce que le vinaigre balsamique en lui-même est déjà un vinaigre réalisé avec du mou de raisin, donc il est relativement sucré et alors il a un goût assez particulier, un goût fort. Il va être contrarié par le sirop de liège qui lui va amener aussi sa typicité. Donc moi je conseille quand on fait une vinaigrette au sirop de liège, c'est de ne pas prendre un vinaigre de type balsamique, mais un bon vinaigre de vin rouge, un vinaigre de vin vieux, hein, et d'aromatiser sa vinaigrette, disons, au sirop de liège, que ce soit sirop de liège traditionnel ou bien sirop de liège à l'abricot, à la framboise, Et pourquoi par pas un exemple. vinaigre de pomme? Ça pourrait être un vinaigre de pomme aussi, bien entendu. OK. Et alors, c'est une vinaigrette qui peut être utilisée, par exemple, de manière tiède, hein, c'est-à-dire que on peut très bien faire une salade, avec un fromage de chèvre chaud ou un autre fromage qu'on a fait chauffer, hein. On peut également faire, une vinaigrette pour une salade, une frisée au lardon, par exemple, hein, dans laquelle on mettrait des dés de pommes fraîches qu'on fait sauter très rapidement à la fin, hein, et on déglace avec la vinaigrette et puis on la verse chaude sur la salade. Donc ça, c'est vraiment une option qui peut donner de beaux résultats. Mmh. Même une salade de foie de volaille chaude, par exemple, hein. On va réaliser sa salade de base, disons son mélange traditionnellement en mettant toute une série de feuilles de couleurs et de formes différentes. On va rapidement poêler, les foies de volaille, ajouter un petit peu d'échalotes hachées, pré-cuites au micro-ondes et puis on déglace avec, vinaigre de pomme, éventuellement quelques dés de pomme, de l'huile et un petit peu de sirop de liège, hein, donc on verse ça sur la salade avec, les foies de volaille. Oui, je dois t'avouer que le sirop de liège, c'est quelque chose que je connais peu parce que mes parents trouvaient pas ça très bon. Et c'est un peu comme le Marmite en Angleterre, c'est tu l'aimes ou tu l'aimes pas, en gros. Mais je dirais que par rapport au Marmite, c'est quand même un petit peu différent Oui, parce que, la bon, consistance est pareille, à part la que couleur est la même, la consistance y ressemble un peu, quoique le sirop de liège est plus épais que le Marmite, hein. Le oui, Marmite est quand même et le plus blanc, Marmite hein. est salé alors que le Le sirop de liège est c'est sucré, hein. sucré. Bon, Oui. c'était juste pour faire comment dire, une comparaison conceptuelle. Mais donc, j'en ai pratiquement pas mangé quand j'étais jeune, quand j'étais enfant. Par contre, j'ai redécouvert ça donc avec toi. C'est toi qui m'as fait découvrir cette magnifique chose. J'en ai ramené un stock, principalement parce que le gars nous faisait un prix si on en prenait beaucoup. Et régulièrement, j'en ouvre un pot et quand je me mange ça au petit déjeuner, que mes enfants voient ça, je leur fais goûter. Après, ils ne veulent plus que ça. Ils veulent plus de choco, de Nutella ou C'est vrai? de confiture. Ils veulent ça. Ouais, ouais. Ah ben, c'est bien Et ça. non, c'est très bien. Mais après, je me dis, bon, pour aller au-delà du simple sirop à tartiner, comment vous le cuisinez? Donc, tu vas nous expliquer donc les vinaigrettes. Et puis, il y a la traditionnelle recette, Et puis il y a les boulets à la liégeoise. les boulets. Alors, je vais quand même, rappeler, je vais donner la recette de manière succincte, je ne vais pas donner, disons, les proportions de manière précise, mais je vais expliquer en tout cas le traitement. Donc l'idée consiste à faire des boulets, c'est-à-dire des boulettes de viande hachée, à les cuire, disons, à les pré-cuire et ensuite à terminer leur cuisson dans une sauce qu'on a réalisée à part au départ. Alors, je rappelle comment on fait des boulets ou des boulettes. Alors, il y a une simple différence entre boulet et boulette, c'est que les boulets sont plus gros que des boulettes, hein.
C'est qu'une question de taille, ce n'est pas une question d'ingrédients. Donc on prend un hachis moulu plutôt fin de porc majoritairement, avec du veau ou avec du bœuf ou avec les deux. On le mélange avec de l'œuf, on le mélange avec du pain imbibé de lait ou de crème. On ajoute des oignons ou de l'échalote finement ciselée que l'on a fait précuire au micro-ondes. On peut ajouter une petite pointe d'ail, on peut ajouter un peu de persil haché si on aime, et on réalise des boulettes. Attention, la consistance doit être ferme. Il ne faut pas que ce soit des boulettes qui soient trop molles, sinon elles ne vont pas tenir en place. Donc on façonne des boulettes, je dirais de la taille, disons d'un très très gros œuf, voire plus grosses si on veut, des boulets de type à la liégeoise, donc des boulets qui font, disons, une bonne centaine de grammes pièce à ce moment-là, 100-125 grammes. Donc on façonne donc ces boulets. Alors traditionnellement à Liège, on peut les cuire carrément dans la graisse à frites, hein. Donc on les met dans un panier, puis on plonge le panier dans la graisse à frites à 180 degrés. Moi, je préfère personnellement une cuisson au four. Donc on graisse une plaque, une lèche frite de four, on les dispose sur sa lèche frite, et ensuite on les badigeonne avec du beurre fondu, éventuellement de l'huile, mais moi je préfère le beurre, et on enfourne à 180 degrés pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, si on veut les pré-cuire. Et si on veut les cuire entièrement, il faut considérer à peu près la demi-heure, hein. Donc ça, c'est une recette que tu nous as déjà donnée dans Oui, tout à l'épisode fait. 30. Épisode 30, les boulettes. Voilà. Alors, par ailleurs, on réalise sa sauce. Alors, la sauce, bon, je vais vous donner ma version à moi, hein. Il existe d'autres versions. On prend une bonne bière brune ou une bière ambrée. On la fait réduire de moitié. Lorsqu'elle est réduite, on rajoute du fond, hein, donc une base de fond brun ou de sauce rôtie si on n'a pas de fond à la maison. Donc, toutes les sauces, disons, de type sauce brune. On rajoute donc cette sauce à la bière qui a été réduite. On ajoute un bouquet garni, donc du thym, du laurier, des queues de persil, bien sûr le tout ficelé. On peut ne pas mettre le queue de persil et ne mettre que le thym et le laurier. Alors les recettes d'origine prévoient assez bien de laurier. Personnellement, j'ai déjà exprimé mes réticences par rapport au laurier. Je trouve que le laurier a tendance à gâcher le goût, et puis ce n'est pas très bon au niveau du cœur. Donc je reste assez prudent au niveau du laurier. On peut le mettre entier puis retirer les feuilles, mais on peut aussi mettre du laurier moulu, et on en met une bonne pincée, évidemment, à ce moment-là, hein. On ajoute des raisins secs, et alors on ajoute surtout des oignons émincés qu'on a fait revenir au beurre. À ce moment-là, on prend les boulettes, on les remet dans la sauce, et on termine la cuisson dans la sauce. Et puis à la fin, au niveau de l'assaisonnement, on rajoute un peu de sirop de liège pour adoucir, bien entendu, du sel et du poivre, comme toutes les sauces brunes habituelles. Ça, c'est de la manière, disons, succincte de réaliser des boulets à la liégeoise. Alors, Et ça se sert avec quoi? Ça se sert avec des frites généralement. Ça se sert traditionnellement à Liège avec un petit peu de compote de pommes et une salade mélangée relativement relevée, et de la mayonnaise à part. Alors vous allez me dire, ça fait un mélange un petit peu spécial d'avoir à la fois dans son assiette les boulettes, qu'on appelle donc là-bas des boulets, de la sauce brune au raisin et au sirop de liège et à la bière, d'avoir de la mayonnaise qu'on met généralement en bord d'assiette pour pouvoir tremper les frites, et d'avoir par ailleurs de la compote et puis une salade pour terminer en plus. C'est vraiment, disons, un mélange un petit peu particulier que nos amis français vont trouver tout à fait absurde. Et pourtant, c'est la manière dont on sert traditionnellement les boulets à la liégeoise, à Liège même, hein. Et ça se mange avec quoi comme boisson? Qu'est-ce qu'on arrose, ça? Ah ben, on prend généralement la bière qui a servi à mouiller la sauce, hein. Et donc, t'as Alors, une marque en à tête? Liège, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la bière qui est très locale, qui est soit la Tchanché, soit la Nanès, hein. Tchanché étant en wallon de Liège le prénom François, hein, et son épouse Nanès, ce sont deux personnages du folklore liégeois, dont des marionnettes géantes défilent entre autres à la fête du 15 août à Liège, et on a donné leur nom à deux bières différentes qu'on réalise dans la région liégeoise. Et pour ceux qui ne sont pas à Liège, ils peuvent prendre de la chimée? On peut prendre de la chimay, on peut prendre n'importe quelle bière dite bière d'abbaye, par exemple, hein. Donc, que ce soit de la chimay, ça c'est une trappiste, la chimay, hein. Oui. Mais par contre, on peut prendre une bière de type Lef, une bière de type Grimbergen. Comme ça, je donne des noms de brasseries différentes qui sont réalisées par des sociétés différentes, je ne fais pas de jaloux, qui sont des bières qui vont très très bien convenir à ce genre de choses. Attention, toujours faire réduire la bière.
de manière à enlever, à la fois et de l'acidité, je dirais le goût parfois un petit peu trop amer de la bière, hein. Et les bulles et l'alcool. Oui, ça de toute façon, les bulles et l'alcool vont s'en aller à ce moment-là. Et donc la recette que tu nous as donnée, si on n'a pas de sirop de liège, on peut donner un des substituts que tu as révélé au début de l'épisode. Éventuellement, si on est en Allemagne ou si on est en comment dirais-je moi, en Suisse, on peut utiliser ce substitut. Maintenant, on n'aura pas forcément exactement le même goût, bien entendu, hein. Je dis ça parce que beaucoup de nos auditeurs nous écoutent depuis le monde entier. Alors, je ne garantis pas qu'on trouvera le sirop de liège, au Japon, en Thaïlande ou bien en Birmanie, hein, soyons clairs, bon. Non, mais Birmanie, il n'y a personne qui nous écoute, je te rassure. Bon, alors ça va. D'ailleurs, je tiens à remercier nos auditeurs indiens. Apparemment, nous avons de plus en plus de gens qui nous écoutent depuis l'Inde. Voilà. J'espère que nous avons répondu à la question de notre auditeur qui demandait, je dirais, quelques précisions concernant le sirop de liège. Voilà, ça, je crois qu'on a fait le tour de la question. Merci beaucoup, en tout cas, Guy, de nous avoir éclairé de tes lumières. J'espère que ça a répondu à la question de David. Et puis, si vous aussi... Et je signale à David qu'il peut aller sur Internet, quand il va taper sirop de liège, il va tomber sur toutes les explications qu'il souhaite, hein. Oui, mais tu sais bien que sur Internet, parfois, on trouve des choses pas très recommandables et qui sont Pas pourtant très exact, parfois, oui. pas très exactes. Et c'est toujours bien d'avoir l'avis d'un professionnel Oh là comme là. toi pour avoir sérieusement. Oui, non, mais chaque fois que j'ai une question en cuisine, moi, je vais pas aller taper sur Internet. Je tape ton numéro de téléphone. C'est plus facile, c'est vrai. C'est plus facile. En plus, moi, comme tu peux rien me refuser, c'est encore plus facile. Ben voilà. C'est pareil pour les auditeurs. Après, je sais pas. On verra le jour où on aura comme ça 200 questions par jour. Il y aura encore du chemin pour y arriver, vous me Il n'y direz. a pas de problème, on peut encore nous contacter, hein. Oui, profitez-en, tant qu'il est temps. Tant qu'on répond. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre attention. Merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Et puis, comme d'habitude, questions@parlescuisines.com si vous avez une question ou alors un petit message sympa, une petite recommandation sur iTunes. Allez nous mettre des étoiles sur iTunes. Si vous avez iTunes sur votre ordinateur, il faut se connecter, il faut retrouver notre podcast et puis aller mettre un avis ou alors tout simplement depuis l'application si vous avez un iPhone ou un iPad ou un iPod Touch. Sur ce, je vous dis bon appétit et bonne journée. Et à bientôt, hein. À bientôt.